Mondial, dans 1 heure, la demi-finale France-Allemagne fédérale en direct sur Antenne 2. L'autre demi-finale Italie-Pologne gagnée par l'Italie, 2-0. L'affaire des fausses factures gonfle à Marseille, Dominique Venturi inculpé. Liban, les tractations progressent sur l'envoi d'une force multinationale à participation américaine, mise en garde de Moscou à Washington. Les joies et les sévices de l'été, il fait chaud, très chaud, malaise, sécheresse et incendie. Madame, monsieur, bonsoir. Dans moins d'1 heure, tout ce que la France compte de vrais amateurs, de footballeurs en chambre et de patriotes du ballon rond, autrement dit, une bonne partie d'entre nous, seront agglutinés devant leur téléviseur branché sur Antenne 2. L'équipe de France se prépare en effet à affronter à Séville, en demi-finale du Mondial, l'équipe d'Allemagne de l'Ouest. L'équipe de France a bon moral, comme nous le montre Bernard Père. C'est donc dans le Parador de Carmona, situé à 20 km de Séville, là où les Brésiliens se trouvaient lors du premier tour, que les Français ont préparé cette demi-finale contre l'Allemagne. 2 journées passées à récupérer, à se concentrer aussi, à se soigner également. Les derniers matchs ont laissé en effet quelques traces. Seule parenthèse à ce programme, la traditionnelle demi-heure consacrée à la presse. Les journalistes ont trouvé des joueurs conscients d'être à 90 minutes d'un bonheur extraordinaire, conscients aussi de la force de l'équipe allemande, qu'elle est prête à affronter sans complexe, mais sans optimisme exagéré, malgré les compliments qui ont suivi leur dernière performance. L'Allemagne, c'est quand même autre chose que l'Irlande du Nord ou l'Autriche. Même si on a fait de bons matchs contre l'Autriche, on aura plus de difficultés à faire notre jeu contre l'Allemagne. Mais enfin, il va pas falloir rentrer sur le terrain avec des complexes. Et ma foi, on a les moyens de les troubler. Comment est l'ambiance au sein du groupe ? Relativement détendu, parce qu'on a la sensation d'avoir fait le plus difficile, d'avoir fait quelque chose d'assez bien, mais on va rentrer sûrement sur le terrain quand même un petit peu contracté. Est-ce que l'Allemagne est un adversaire que vous redoutez beaucoup ? On le redoute, mais je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir à ce que eux vont nous faire. Il faut essayer de penser à ce que nous, on va leur faire subir. Et si on continue dans la voie qu'on a créée, c'est-à-dire jouer au ballon avec un milieu extraordinaire et puis une solidité derrière, je pense que tout est possible. Quel est le joueur que vous redoutez le plus dans cette équipe d'Allemagne ? Malheureusement, il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup. Je crois qu'ils sont même 11 sur le terrain et ils sont très redoutables dans toutes les zones. Et il faudra beaucoup de présence et de lucidité pour arriver à les contrer. Quelle est l'ambiance au sein du groupe, justement ? Elle est très bonne, je crois. Les joueurs sont très concentrés et ils savent qu'ils sont à 90 minutes peut-être de la finale et ça serait l'apothéose pour tout le monde. Est-ce que vous y pensez un peu entre vous à cette finale ? On pense surtout à ce match contre les Allemands et à la finale on n'y pense pas trop. Quand on dit qu'il reste 3 équipes, il reste l'Allemagne, il reste la Pologne et il reste l'Italie. L'Allemagne on les a battus, l'Italie on les a battus et la Pologne on les a battus il y a 4-5 ans. On rêve, mais on sait que ça ne sera pas facile et que les Allemands en principe devraient l'emporter, mais on fera tout pour l'empêcher de gagner. Mais entre vous y pensez à cette finale ? Vous en parlez déjà un peu ? Non. Vous savez, on n'est pas tellement dans la peau on pense pas tellement qu'on est en demi-finale de la Coupe du Monde. Parce qu'on est complètement à l'écart, on est complètement isolé, il n'y a pas de journaux, il n'y a rien. Donc on pense au match contre l'Allemagne, qui est un match exceptionnel en lui-même, mais pas parce que c'est un match de demi-finale de la Coupe du Monde. Il faudrait qu'on soit en France pour se rendre compte peut-être de l'impact que l'on a. Et comment la composition définitive des 2 équipes vient d'être annoncée, vous allez les voir sur votre écran. Côté allemand d'abord, il faudra que les Français se méfient surtout de Rubesch, joueur très puissant et redoutable marqueur de but de la tête. Le capitaine Rummenigge ne joue pas. Côté français maintenant, Michel Hidalgo a fait confiance à l'équipe qui s'est qualifiée face à l'Irlande du Nord, à un joueur près, Six, qui joue à la place de Solaire. Rocheteau a décidé que son genou lui permettait de jouer ce soir. Le vainqueur de ce soir affrontera donc l'Italie, puisque la Pologne a été vaincue par 2-0, 2 buts marqués par Paolo Rossi, qui a donc réussi 5 buts en 2 rencontres. Et ce soir en Italie, vous l'imaginez, c'est la joie. Tout de suite après ce journal, vous pourrez voir, avant la rencontre France-Allemagne, un résumé de ce match, mais tout de suite, les buts, Lionel Chamoulo. 22e minute, coup franc pour l'Italie. Antonioni le tire au premier poteau. Rossi est là. C'est le 4e but de l'avant-centre italien qui rejoint ainsi les 3 autres meilleurs buteurs du mondial, Zico, Boniek et Rummenigge.
Milarczyk, le gardien polonais, encaisse lui son deuxième but depuis le début du mondial. Malgré ce but, les réactions polonaises sont plutôt rares, si ce n'est ici sur ce coup franc de Kupczewicz qui trouve le poteau de Zoff. On a l'impression que les Polonais privés de leur vedette Boniek n'ont plus d'âme et qu'ils ne croient guère en leur chance de qualification pour la finale. Et pourtant sur cette action, Zoff semblait bien battu. Les Italiens n'en demandaient pas tant et malgré la sortie d'Antonioni, leur meneur de jeu, ils vont inscrire un magnifique but sur compte. Conti a bien vu Rossi démarquer et Paolo Lobani devient le meilleur buteur du mondial avec 5 buts, 3 face au Brésil et 2 aujourd'hui. Il offre ainsi la finale à son équipe. La Pologne, à l'image de Milarczyk, est battue. Quant à l'Italie, eh bien, elle disputera dimanche la 4e finale de son histoire. Pour France-Allemagne, rendez-vous donc dans 55 minutes exactement sur Antenne 2. Marseille en a vu d'autres et pourtant l'affaire des fausses factures aux dépens de la mairie commence à prendre des proportions considérables. Sous la nappe de silence respectée par toutes les parties en cause, la ville en catimini bruisse de toutes sortes de rumeurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, un gros homme d'affaires de la ville, au passé chargé, Dominique Venturi, a été inculpé par le juge d'instruction de faux, usage de faux, abus de confiance et abus de biens sociaux. Ces mêmes chefs d'inculpation avaient déjà fait arrêter son fils Jacques et 8 autres gérants de sociétés ainsi que 13 fonctionnaires municipaux. Une dizaine d'employés de la mairie sont toujours entendus par les policiers. Je serai sauvage, avait affirmé il y a quelques jours le maire de Marseille, Gaston Defer. Le juge d'instruction, Chantal Cou, l'a pris au pied de la lettre, Paul Lefebvre. Oui, d'après ce qu'on croit savoir, les recherches des brigades financières vont maintenant s'étendre à Nice, à Bordeaux et à Paris, 3 villes où la CEGM avait passé un certain nombre de marchés. Et il semble d'ailleurs que la technique marseillaise d'approche des fonctionnaires était également utilisée autre part qu'à Marseille. D'autre part, je crois savoir également que la brigade financière du commissaire Penaud possède à Marseille suffisamment d'éléments maintenant pour reprendre dans les jours qui viennent et peut-être lundi ses recherches dans la direction des marchés passés entre la caisse de sécurité sociale que dirigeait René Lucet et la CEGM. Et aujourd'hui donc, Dominique Venturi, qui est manifestement l'un des hommes pivots de l'affaire, a été inculpé et écroué. Oui, homme pivot, pour l'instant, oui. Dominique Venturi, 59 ans, très élégant, père de 3 enfants, est un homme dont on parle beaucoup et depuis longtemps à Marseille. Un homme à 2 visages. D'abord, l'ancien garçon de course du journal Le Provençal, puis patron de bar. Il a été condamné à 4 mois de prison en 56 dans l'affaire du combinatif, vous savez, ce trafic de cigarettes blondes qui a donné lieu à de sanglants règlements de compte à Marseille. En 61, la Sûreté nationale a noté sur sa fiche malfaiteur international, notation annulée quelques temps plus tard, on ne sait pas trop bien pourquoi. En 64, c'est plus grave, le Narcotic Bureau américain l'accuse d'être l'un des 5 grands financiers de la drogue français. Venturi ne dit rien, la vérité oblige d'ailleurs de dire qu'il n'a jamais été poursuivi ni impliqué officiellement dans une quelconque affaire. Oui, et l'autre visage de Venturi, c'est l'homme d'affaires, le chef d'entreprise. Oui, en 53, il a fondé la fameuse CEGM, la coopérative d'entreprise générale du Midi. À la même époque, il a noué beaucoup d'amitié dans les rangs de la SFIO lors de la prise de la mairie de la même année, d'amitié et des contacts qui se sont longtemps poursuivis et qui sont bien gênants maintenant. Très rapidement, la CEGM s'est emparée d'un véritable monopole sur les marchés d'un certain nombre d'administrations, et en particulier de la mairie. La meilleure preuve en est d'ailleurs son rachat en 79 par la SPAPA, un holding de capitaux anglais, qui avait posé comme condition le maintien de Dominique Venturi au conseil d'administration en raison justement de ses relations privilégiées avec la mairie. Si vous voulez parler maintenant, pourrait-on comprendre mieux le sens de ces protestations d'innocence en forme d'avertissement, pour qui d'ailleurs, mais pour l'instant, il se tait. Merci Paul Lefebvre. Le drame s'est passé hier après-midi dans une clinique de Champigny et au-delà de la mort d'une femme et de son bébé nouveau-né, c'est tout le problème de la sécurité et de la qualité des soins dans les maternités qui est posé. Annette Cohen, 34 ans, la femme du boxeur Max Cohen, vous le savez, est tombée de la table d'accouchement avec l'enfant qu'elle était en train de mettre au monde. Elle est morte d'une fracture du crâne. L'enquête, Martine Alain-Regnault et Claude Crespo. La clinique du Val-de-Marne est accusée, à tort ou à raison, l'enquête le dira, de manque de personnel, de manque de surveillance. C'est dans la chambre même où s'est produit l'accident mortel de Madame Cohen que le directeur s'en est expliqué. On a dit qu'elle est restée seule pendant 15-20 minutes. C'est vrai? Non, elle n'est pas restée seule 15 à 20 minutes. Il est exact qu'elle est restée seule, on pense, environ entre 4 et 5 minutes. Est-ce normal? Au niveau
des accouchements, ce sont des choses qui arrivent. Mais il doit y avoir quand même au moins quelqu'un, une sage-femme auprès d'elle. Auprès d'elle, non, mais dans le service, oui. Elle y était? Oui, elle y était. Et pourquoi n'est-elle pas intervenue? Parce qu'elle n'a pas su. Du point de vue du personnel, nous avons des normes à respecter. Là, pour notre établissement, nous avons 2 sages-femmes en permanence la journée, 2 infirmières et 4 auxiliaires puéricultrices. Et cela suffit? Oui, il semble que ça suffit. Les femmes qui viennent d'accoucher dans la clinique n'accablent pas l'établissement. Mais toutes celles que nous avons interrogées ont cependant ressenti une insuffisance de personnel. En ce qui vous concerne, vous, est-ce que ça s'est bien passé? Vous avez des reproches à faire à cette clinique? Non, personnellement, le personnel est très bien, ils sont très serviables, très gentils. Est-ce qu'il y a assez de personnel? Ça manque, ça manque. La quantité de personnel pour surveiller auprès de chaque femme un travail de plusieurs heures, présumé physiologique et sans histoire, c'est là l'éternel problème, non seulement à Champigny, mais dans toutes les maternités publiques et privées. L'idéal pour toute femme qui accouche serait d'avoir en permanence auprès d'elle la présence d'une personne qualifiée. Dans la pratique, c'est partout impossible, aucune norme ne le prévoit, notamment pour des raisons financières. Il faut toujours une permanence dans le bloc obstétrical, mais pas au chevet de chaque femme. Ceci est vrai même dans les plus grandes maternités publiques, renommées comme celle de Saint-Antoine, où l'on compte 7 salles de travail, près de 3000 accouchements par an et une école d'étudiantes sages-femmes qui apportent leur concours. Le personnel est tenu de passer souvent, de surveiller sérieusement, mais seulement de loin parfois. Si la femme est calme, détendue, si elle connaît... si elle a vu plusieurs fois la sage-femme, elle a souvent un appareil qui surveille ses contractions et la possibilité d'appeler, on est toujours prêt. Vous avez vu la distance, ça fait vraiment 3 ou 4 mètres. Il faut qu'il y en ait au minimum 2, c'est-à-dire une infirmière et une sage-femme, je crois. Bon, les médecins sont toujours dans l'établissement et joignables facilement, tout au moins chez nous. Et par conséquent, dès que sur un simple appel téléphonique, on a le médecin qui descend dans les 2 minutes, s'il y avait quelque chose d'important, les urgences à 1 minute près, c'est quand même exceptionnel, il faut bien dire. Nous avons déjà du mal à avoir quelquefois une infirmière par étage. Il est donc impensable de mettre une infirmière dans chaque salle d'obstétrique. Ça me paraît très difficile. Très difficile sur le plan simplement du financement. Ça serait l'idéal, mais je vous dis, ce serait alors un idéal peut-être tellement luxueux que je pense qu'un certain nombre de femmes même peuvent ne pas le supporter. Entre la pauvre sécurité sociale et l'exigeante sécurité médicale, il semble que l'on pourra peut-être tendre vers une situation meilleure, mais qu'on ne pourra jamais complètement supprimer tous les risques. La situation au Liban n'est guère sortie aujourd'hui de la confusion qui entoure toujours les tractations pour éviter l'assaut final de Beyrouth-Ouest. Le seul progrès dans la forme, dit-on ce soir à Beyrouth, semble être l'accord obtenu des Palestiniens sur le principe d'une force multinationale qui procéderait à l'évacuation de Beyrouth-Ouest et à laquelle participeraient les États-Unis. 5 unités de la 6e flotte américaine transportant 1800 Marines sont au large des côtes libanaises et Jérusalem se dit prêt à ne plus fixer de délai au négociateur américain Philippe Habib pour parvenir à un accord. La situation aujourd'hui à Beyrouth-Ouest, Patrick Clément. Toujours des tractations, mais toujours des bombardements sur un Beyrouth-Ouest qui vit de nuits d'enfer en journée de fausse paix. Rien n'est plus terrifiant que ces tirs d'artillerie qui s'abattent tout à coup sur une partie de la ville alors que rien en principe ne les laissait prévoir. Certains ne visent pas seulement à faire peur et mal, mais également à couvrir des tentatives de percée israélienne. Parfois, les Palestiniens, avec leur Katchouchka, ripostent. L'origine de leur tir trop visible est immédiatement repérée par les Israéliens, à qui il ne faut que quelques secondes seulement pour riposter. Et avec quelle précision, quelle efficacité. Dans les hôpitaux côté palestinien, on peut se priver de fruits, de légumes, mais beaucoup plus difficilement d'eau courante et surtout de sang. Des flacons de sang que les Israéliens ne laissent passer que par petites quantités de Beyrouth-Est. Pendant ce temps, les unités de la 6e flotte se dirigent vers le Liban. Les Palestiniens répondent pas question d'embarquer sur le bateau US et Brejnev met en garde Reagan contre l'envoi d'un contingent américain au Liban.
Oui, sur le plan diplomatique, Moscou, qui depuis le début du conflit observait la plus grande prudence, bien que son ambassade ait encore été mitraillée hier, Moscou a lancé aujourd'hui un appel et une mise en garde à Washington. Leonid Brejnev demande à Ronald Reagan de faire tout ce qui est en son pouvoir pour arrêter l'effusion de sang au Liban et prévient aussi que l'envoi éventuel d'un contingent militaire américain, je cite, obligerait l'URSS à définir sa politique en fonction de ce fait. À Washington, on considère qu'il ne s'agit pas là d'un ultimatum, mais le Pentagone ce soir met pourtant une sourdine quant à la probabilité d'un envoi de troupes. En Israël, le ton reste à l'optimisme, mais l'opinion s'inquiète d'une situation qui semble piétiner et qui, dans les médias occidentaux, contribue de plus en plus à une sorte de victoire politique de l'OLP, dans la mesure où Israël et l'OLP sont traités sur le même pied. Le Congrès juif mondial, qui vient de commencer ses travaux aujourd'hui à Paris, s'est désolidarisé de l'appel à la reconnaissance mutuelle lancé par 3 personnalités juives, dont Pierre Mendès France. Les juifs français, depuis le début du conflit, sont divisés, même si la plupart d'entre eux critiquent la façon dont les médias rendent compte de la situation. Michel Strulovici et Jean-Claude Delatremblay l'ont constaté en allant voir fonctionner une radio libre parisienne qui s'adresse à la communauté juive, Radio J, qui compte 150 000 auditeurs. Studio à Belleville, Radio J dialogue avec ses auditeurs. Thème du débat, la guerre au Liban. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio J, 91.70 MHz, la radio de la communauté juive de Paris et de la région parisienne. Nous avons un premier auditeur en ligne pour le débat de cet après-midi. Mon sentiment, c'est que les Israéliens, en fait, n'ont pas été assez vite. Les Israéliens auraient dû profiter de l'intervention rapide et directe pour vraiment liquider l'OLP dans sa force militaire le plus rapidement possible. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio J. Nous avons un auditeur en ligne et nous continuons notre débat de cet après-midi. Je pense qu'objectivement, cette action israélienne, bien qu'elle soit désapprouvée par beaucoup de monde, par le monde entier, mais non, je ne dirais pas le monde entier parce que, Dieu merci, mais néanmoins, cette action a un sens positif. Pour cet auditeur, comme pour les autres intervenants cet après-midi, aucun doute possible. L'opération israélienne contre l'OLP et le Liban est nécessaire. Pourtant, les animateurs de Radio J reconnaissent un trouble certain dans la communauté au début de la guerre. Malaise dans un premier temps, en quelque sorte, dû à une information unilatérale. Et puis, dans un deuxième temps, on a senti un souffle de soutien quasi inconditionnel à l'opération israélienne Paix en Galilée dans la communauté juive de France, pour la simple raison qu'on s'apercevait que, à travers les découvertes d'armes considérables des Palestiniens dans le sud Liban, à travers également le fait que l'on s'apercevait qu'il ne s'agissait pas là d'une guerre d'extermination comme on a voulu le présenter, ni de villes rasées. Nous avons vu ces villes qui, au 4/5e, étaient encore sur pied, contrairement à ce qui nous était relaté. On s'est aperçu que peut-être il y avait là, sans voir un manichéisme particulier, une volonté d'exagérer les événements et d'essayer de créer réellement une scission dans la communauté. Ce titre affiché sur le mur du studio correspond bien à leur opinion. Pour eux, proches des organismes officiels de la communauté juive de France, pas d'état d'âme. Et les appels de Mendès et Goldman pour une reconnaissance réciproque entre l'OLP et Israël ne représentent pas l'état d'esprit de la communauté. Une communauté que Radio J estime unie. Le président Mitterrand poursuit sa visite officielle en Hongrie. Au-delà des problèmes bilatéraux, la relance du dialogue Est-Ouest domine ses entretiens avec le premier secrétaire du Parti socialiste hongrois, János Kadar. Monsieur Mitterrand a visité aujourd'hui une coopérative agricole avant de le rencontrer à nouveau. De Budapest, Georges Bortoli. François Mitterrand a consacré son après-midi à une coopérative agricole proche de Budapest. L'agriculture hongroise, l'élevage hongrois marchent mieux que ceux des autres pays d'Europe de l'Est. Cet exemple agricole hongrois a d'ailleurs été cité avec éloge par Leonid Brejnev dans un récent discours à Moscou, et ce fut une grande satisfaction pour les dirigeants hongrois qui craignent toujours un peu de se voir reprocher des méthodes hétérodoxes par leurs grands alliés. Mais si l'après-midi fut consacré aux produits animaux et végétaux de la terre hongroise, la matinée avait été politique. Les entretiens Mitterrand-Kadar, prévus pour durer 1 heure, en ont duré 2. C'est qu'on a tenu, de part et d'autre, à être clair, à ne pas gommer les divergences au nom d'un unanimisme poli. Les deux pays ont des systèmes politiques différents. Ils appartiennent à 2 alliances militaires différentes, l'une étant d'ailleurs plus contraignante que l'autre.
Il n'est pas question, par exemple, pour la France d'abandonner sa position sur l'équilibre des forces, qui, pour François Mitterrand, est la condition même du maintien de la paix. Pas question non plus pour les Français de gommer leur position sur les droits de l'homme. Mais malgré ces divergences, il y a une volonté de dialogue, une volonté politique de dialogue politique. Alors, question. Cette rencontre franco-hongroise, pour François Mitterrand, c'est un premier pas. C'est une première rencontre Est-Ouest. Quels seront les pas suivants? Est-ce qu'il y aura, par exemple, une rencontre Mitterrand-Brejnev? La réponse est encore incertaine. De toute façon, on voit mal une telle rencontre franco-soviétique se tenir avant 1983, mais il faut bien voir que ce sont de telles questions qui sont à l'arrière-plan de la rencontre de Budapest. Oui, pas de rencontre prévue entre messieurs Mitterrand et Brejnev, confirme le ministre des Relations extérieures Claude Cheysson dans une interview à Paris Match. Et puis une confidence, monsieur Mitterrand ne passera pas la soirée chez les Tziganes à Budapest, il va regarder le match France-Allemagne. Voilà qui nous ramène à l'actualité en France et d'abord au blocage des prix. Le blocage conduit au désastre économique, estime le CNPF. Pour le patronat, le blocage des prix et des salaires s'attaque aux effets plutôt qu'aux causes de l'inflation. La hausse du plafond de la sécurité sociale et l'augmentation de la TVA au moment où les prix sont bloqués pénalisent dangereusement les entreprises, selon le CNPF. Demain, le Comité national des prix doit adopter une série de mesures d'assouplissement pour que le blocage reste compatible avec la marche des affaires et ne fasse pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Rosine Koskas. 4 mesures exceptionnelles seront prises demain. Elles concernent les métaux non ferreux. C'est le cuivre, l'aluminium ou le zinc. Ces produits sont généralement importés et leur prix est fixé en dollars ou en livres sterling. D'où la possibilité donnée aux transformateurs de ces métaux de répercuter la hausse des monnaies. Les sociétés de vente par correspondance. Elles envoient actuellement à leur clientèle le catalogue d'automne à des prix augmentés. On leur offrira donc la possibilité de choisir entre 2 solutions. Soit accorder un rabais global et forfaitaire sur tous les prix de leur catalogue, soit accorder des remises importantes sur certains articles. Les magasins qui se sont fait surprendre par le blocage des prix pendant leur solde ne seront pas pénalisés. Ils auront la possibilité de remonter légèrement leurs prix. Les agences de voyage, elles pourront, elles aussi, répercuter sur leurs tarifs les hausses du dollar, mais attention, elles seront plus que d'autres surveillées. Le prix des produits pétroliers, à commencer par l'essence, qui doit augmenter de 7 centimes lundi prochain, ne sera pas calculé de la même manière en août pour éviter une trop forte répercussion de la hausse du dollar. La devise américaine reste à son cours record, 6 francs 99 de banque à Paris, 7 francs à New York. Revenons au blocage des prix, vu cette fois du point de vue des consommateurs. L'Institut national de la consommation, l'INC, vient de publier une première étude sur la valse des étiquettes, une étude qui, selon le ministère de l'économie, recoupe certaines observations, mais ne doit pas être prise au pied de la lettre. Jean-Louis Calmejane. Selon l'INC, les étiquettes ont donc valsé entre 2 relevés, celui qui précédait immédiatement le blocage des prix et celui qui le suivait. Ces relevés ont été effectués auprès des grands magasins, des supermarchés et des supérettes de Paris et de la région parisienne, et non comme ici, auprès des petits commerçants. Il ressort de l'enquête de l'INC que 9% des produits alimentaires ont subi une hausse de 20% en moyenne, hausse allant parfois jusqu'à 90%. Sur 1021 produits électroménagers relevés par l'INC, 18% d'entre eux ont vu leur prix augmenter de plus de 24%. Mais si l'INC demande aux consommateurs de rester vigilants lors de leurs achats, il convient de noter que les hausses les plus importantes ne concernent qu'un nombre minime d'enseignes ou de grands magasins. Et de son côté, le ministère des Finances constate, lui, qu'il n'y a pas de dérapage d'ensemble des prix. Alors, consommateurs, restez vigilants, mais ne criez pas systématiquement haro sur tous les commerçants. Comité interministériel ce matin sur le financement de l'UNEDIC, le projet de loi fixant le montant de la contribution de l'État au financement de l'assurance chômage et aussi la contribution des fonctionnaires et des non-salariés sera examiné en Conseil des ministres le 20 juillet, donc après la table ronde des partenaires sociaux du 15. Le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité a reçu aujourd'hui à ce sujet le secrétaire général de Force ouvrière André Bergeron. La grève des hôtesses et des stewards des compagnies Air France et UTA, peu de perturbations aujourd'hui. Les 2 compagnies avaient pris leurs dispositions.
La politique du gouvernement en matière d'audiovisuel a fait l'objet aujourd'hui d'une conférence de presse du ministre de la Communication, Georges Filiou. Monsieur Filiou a dressé un bilan de sa politique, mais on attendait surtout des précisions sur la 4e chaîne dont le principe a été adopté. Écoutons Monsieur Filiou. On a beaucoup parlé depuis un an, et encore il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, de la création, à partir de ce support, d'une chaîne cinéma à péage. Je peux dire que l'idée d'une chaîne cinéma, non seulement n'est pas retenue, puisque rien ne l'est, mais en tout cas n'est pas dans mon esprit, et que l'idée d'une chaîne à péage, enfin du recours au péage, est assez vivement contestée au sein du gouvernement. Le projet de loi sur l'audiovisuel a été adopté définitivement cet après-midi à l'Assemblée nationale après être repassé au Sénat. Les communistes se sont une nouvelle fois abstenus. Le Sénat a demandé la saisine du Conseil constitutionnel parce que les départements d'outre-mer n'ont pas été consultés dans les temps. Cette saisine va ralentir la mise en place de la haute autorité sur l'audiovisuel qui devrait pourtant être nommée avant septembre. Voilà en tout cas un débat parlementaire qui se termine, Noël Copain, un débat qui a été fort long. Oui, il s'est dit beaucoup de choses depuis un peu plus d'un an et pas seulement au Parlement. Surtout cela, si vous le permettez, quelques réflexions personnelles. Et d'abord l'opposition. Je pense qu'elle aurait pu être plus mesurée. En parlant de la télé d'aujourd'hui, ses porte-paroles auraient pu se souvenir de la télé d'hier. Après tout, ils sont giscardiens. Ils en avaient une part de responsabilité. Et s'ils sont chiraciens, ils en ont peut-être parfois été victimes. Des confrères de la presse écrite ont fait semblant de croire que la télévision était aujourd'hui asservie. Je leur souhaite tout simplement d'être aussi libres vis-à-vis de ceux qui les inspirent ou vis-à-vis de ceux qui les payent, que nous nous sentons nous-mêmes libres vis-à-vis des pouvoirs politiques. J'userai tout de suite de cette liberté en disant que le gouvernement et sa majorité ont commis eux-mêmes des erreurs et des erreurs graves. La première et la plus importante est sans doute d'avoir attendu si longtemps que parfois dans des rédactions on se demandait, à tort sans doute, si ce n'était pas une sorte de pourrissement qui était attendu. Et la deuxième erreur, c'est un ensemble de déclarations tonitruantes qui ont pu donner l'impression que la majorité regrettait peut-être de ne pas avoir une télévision aux ordres. Oui, et maintenant on se demande ce que nous réserve cette loi. Eh bien, vous savez que la principale critique porte sur le mode de désignation essentiellement politique de la haute autorité. Tout repose désormais sur la personnalité, sur le caractère des hommes et des femmes qui vont constituer cette haute autorité. Et la seule chose qui compte, je crois, c'est maintenant d'avoir une télé crédible. Une télé crédible, ce sont des journalistes crédibles. Ils le sont s'ils sont libres et responsable. Le président de la République avait promis que les socialistes créeraient des espaces de liberté. Nous pouvons penser que l'espace de liberté que nous donne cette loi est plus grand que l'espace de liberté donné par les lois précédentes. Il nous reste maintenant à l'aménager. Aménager un espace de liberté, c'est bien sûr chercher à l'agrandir. Et nous nous y appliquerons. Merci Noël Copain. Des membres des forces de l'ordre victimes de leurs devoirs. Un policier de 36 ans a été tué hier soir à Dijon après une fusillade entre sa patrouille et 3 malfaiteurs qui ont été arrêtés. Les malfaiteurs étaient des récidivistes et plusieurs syndicats de policiers protestent contre ce qu'ils appellent la clémence de la justice. Dans l'Isère, 2 gendarmes et une femme ont été blessés par balle ce matin. Des malfaiteurs venaient de commettre un hold-up au Crédit Agricole de Eyrieux. Ils ont réussi à s'enfuir. Un important dispositif policier a été mis en place. Un jeune Iranien transportant 2 kilos d'explosifs a été arrêté hier soir à Orly. Les explosifs étaient destinés à un attentat contre l'ex-président iranien Bani Sadr, a-t-il avoué. 2 ou 3 personnes ont été interpellées aujourd'hui à Paris. Les policiers croient que le jeune Iranien devait rejoindre des complices. Revenons au sport maintenant avec le Tour de France. Aujourd'hui, 6e étape Lille-Lille sur un circuit de 220 km et demi. Le Hollandais Jan Raas s'est détaché à 1 km de l'arrivée pour remporter l'étape. L'Australien Anderson est toujours maillot jaune. Tennis, début demain à Roland-Garros des quarts de finale France-Tchécoslovaquie, comptant pour la Coupe Davis. Yannick Noah, rétabli de son entorse, affrontera Schiet et Tulane jouera contre Lendl. Il a fait chaud, très chaud aujourd'hui dans la majeure partie de la France. Le bonheur des vacanciers et des limonadiers ne fait pas le bonheur de tous, à commencer par les agriculteurs qui dans tout le sud du pays s'inquiètent de la sécheresse. Des incendies continuent de ravager plusieurs forêts dans le sud-est. Lucie Segoul. Voici tout ce qui reste d'une Pinède dévastée par les flammes dans les Bouches-du-Rhône. Une nouvelle fois, le midi de la France est menacé par les incendies de forêt et par la canicule.
Sur les 5 foyers qui ont éclaté mercredi, 2 n'ont pu encore être maîtrisés, celui de Barbentane près d'Avignon et celui de Saint-André-les-Alpes dans les Alpes de Haute-Provence. Des feux étendus alors qu'un mistral violent et irrégulier continue à souffler. De Barbentane, dans la région de Barbentane, le bilan est lourd, 1800 hectares de pins ont déjà brûlé. Le préfet des Bouches-du-Rhône a en conséquence interdit toute circulation dans les forêts du département à compter du 10 juillet. Ces incendies sont d'autant plus inquiétants que les thermomètres enregistrent en ce moment de véritables records de chaleur. Cette canicule a provoqué mercredi la mort de 3 personnes près de Toulouse. Enfin, il y a aussi des victimes plus inattendues de ces températures élevées et de la sécheresse, ce sont les élevages de poulets. Près de 9000 poulets sont en effet morts de chaleur, il faisait 42 degrés à Barjac, dans le Gard. Oui, le temps, Elisabeth Esley, rien à en dire, sinon que ça va continuer. Ça va continuer, mais ça va tourner à l'orage aussi. Et demain, nous allons être nombreux à devoir supporter un temps lourd et même des averses. Alors demain matin, seuls les bords de l'Atlantique, de la Bretagne au Pays Basque seront touchés par les orages. Mais au cours de la journée, c'est ce que nous voyons sur cette carte. Ici, nous voyons la situation à midi. Eh bien, une petite moitié ouest de la France, donc, sera victime de nuages, de temps lourd. Et il y aura des averses par endroits. Et puis, dans la journée, cette tendance orageuse va continuer à se déplacer vers le nord-est. Si bien qu'en fin de journée, seuls les bords de la Méditerranée, les Alpes et le Massif central continueront à bénéficier d'un beau temps. Les températures, eh bien dans les régions bien sûr qui auront été arrosées, le thermomètre descendra un petit peu, mais ailleurs il va continuer à faire chaud. Vous voyez encore 38-39 degrés du côté de la Méditerranée. Voilà, demain nous serons le vendredi 9 juillet, le soleil se lèvera à 5h59, il se couchera à 21h52 et bonne fête aux Amandines. À 23h15, dernier journal avec Hervé Claude, je vous retrouverai demain à 20h et maintenant, bon football.